présenter le Dr Abdourahmane Diouf à ce premier atelier du réseau francophone international en conseil scientifique. C'est quelque chose d'utile, de pertinent, de très attendu. Après plusieurs décennies de fonctionnement de nos universités et de nos instituts de recherche, vous pouvez constater vous-même que nous n'avons pas un impact puissant et déterminant dans nos politiques de développement, quel que soit le secteur. Nous sommes encore un peu trop consommateurs des acquis souvent importés et très peu d'adaptation des résultats de la recherche qui puissent de manière concrète, dans notre contexte, impacter sur les choix pour la transformation dans tous les secteurs de nos sociétés. Donc c'est ce qui fait la pertinence de cet atelier. Ça ne s'est jamais fait et ça met en lumière le gap qu'il y a entre l'université, la recherche, l'innovation et les besoins concrets et quotidiens de nos populations à travers des politiques adaptées de développement. Il se trouve que nous avons des ressources humaines d'une qualité exceptionnelle. Vous ne pouvez pas trouver une grande université dans le monde. Vous ne trouverez pas un grand institut de recherche dans le monde où vous ne trouverez pas la diaspora africaine. Il n'y en a pas. Nous sommes partout et très appréciés. Et pourquoi cela n'a pas un impact dans nos propres pays en développement? Voilà la raison de cet atelier. Donc, les attendus qui ont été exprimés et que m'a demandé de transmettre le docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est de voir comment, avec nos partenaires venant de divers horizons, sur une initiative québécoise, comment faire que quand on a fini de faire des recherches dans des domaines précis, en faire des outils de connaissance à travers les populations. Et c'est là où vous, journalistes, vous avez un rôle fondamental à jouer. Il faudrait que nos journalistes soient un peu plus proches, ou bien que nous soyons plus proches de vous pour partager ce qui ressort. Mais chaque année, il y a des centaines de thèses, de mémoires qui sont soutenues dans toutes les universités publiques et privées du Sénégal et personne n'en a la moindre connaissance. Alors qu'il y a des choses que nous découvrons qui peuvent avoir même un impact sur la vie des gens. Est-ce que vous vous rappelez au plus haut sommet du Covid, est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'écoute extraordinaire? Pour la première fois, vous avez vu des chercheurs, des universitaires convoqués tous les jours à la présidence de la République, et c'est pratiquement eux, mais ça dans tous les pays du monde, qui disaient à tous les gouvernements c'est quoi ce virus, comment il se transmet, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour la première fois, on a eu une écoute extraordinaire des décideurs dans tous les pays du monde et qui a permis de réduire, en tout cas ici, on a fait partie des pays où on a eu les taux d'infection les plus bas au monde. Je crois qu'on était les deuxièmes ou les troisièmes. Et vous prenez tous les autres domaines, y compris l'économie, la biologie, l'ingénierie, les techniques. Il y a tellement de découvertes qui sont faites chaque année par des chercheurs africains, mais vous n'en voyez aucune application en termes de nouveaux outils adaptés à nos réalités pour contribuer au développement de nos pays. Donc, la pertinence est quelque chose
et qui a permis de réduire, en tout cas ici, on a fait partie des pays où on a eu les taux d'infection les plus bas au monde. Je crois qu'on était les deuxièmes ou les troisièmes. Et vous prenez tous les autres domaines, y compris l'économie, la biologie, l'ingénierie, les techniques. Il y a tellement de découvertes qui sont faites chaque année par des chercheurs africains, mais vous n'en voyez aucune application en termes de nouveaux outils adaptés à nos réalités pour contribuer au développement de nos pays. Donc, la pertinence est quelque chose d'indiscutable pour ce nouveau concept dans lequel vous, journalistes, vous êtes forcément impliqués. Deuxième chose, ce soit m'a demandé aussi de préciser qu'est-ce que nous attendons du réseau et de l'atelier. La chose sur laquelle le ministre Diouf a demandé que nous insistions et que j'ai dit, c'est qu'on a besoin d'être formé à ce concept. Il n'est pas inscrit dans les formations universitaires pour que la communication, en dehors des communications sous forme de colloques, de séminaires scientifiques, il n'y a pas suffisamment d'outils qui sont entre les mains des chercheurs dans tous les domaines qui soient inclus comme une tâche obligatoire dorénavant pour que nous allions servir à faire prendre les bonnes décisions et par les pouvoirs politiques. Et vous savez très bien la place du religieux dans nos pays. Je peux vous affirmer que quand nous donnons les bonnes informations à un calife ou un prêtre, parce que dans sa famille, quelqu'un est mort, par exemple, d'AVC ou de crise cardiaque ou de cancer ou de diabète, et que le médecin communique avec ce chef sur les sujets en termes de prévention, je peux vous assurer que dans les mois qui suivent, vous voyez des impacts. Donc, si vous prenez les autres domaines, tant que nous n'apprenons pas à le faire et nous n'avons pas appris à le faire, parce que ce n'est pas dans le cursus de formation des chercheurs et des universitaires et de tout ce qui sort des universités, il faut que la communication scientifique, dont une partie qui est le conseil scientifique, en priorité les gouvernements pour que ça prenne une forme de décision puissante, mais aussi à travers les communautés, on doit apprendre à descendre au niveau des gens dans un langage simple, clair et précis, en leur donnant des informations qui sont les produits de nos intelligences, de nos recherches et de l'innovation. Docteur Mokhtar Touré, je suis le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Une académie qui est vieille de 25 ans, dont une des missions principales, c'est de conseiller les autorités dans l'élaboration, la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de sciences, technologies et innovation. Dans cette mission de conseil à l'endroit des autorités, notre action principale, c'est de répondre à des sollicitations, de saisine des autorités pour réfléchir et donner des opinions étayées, appuyées sur la science et la technologie de façon indépendante. Nous également, nous autosaisissons des questions que nous pensons être importantes pour le devenir du pays. Et ceci dans tous les secteurs et à travers une approche multidisciplinaire et multisectorielle. Je crois que le
défi principal auquel on est confronté a été de façon élogieuse, de façon très poignante, mise en relief par le directeur général de la recherche et de l'innovation. Nous produisons beaucoup de connaissances et de savoir. Mais nous avons un problème très important de communication. Les chercheurs, les producteurs de connaissances ne sont pas outillés pour transmettre dans un langage compréhensible à hauteur des utilisateurs le fruit de ces recherches et de ce savoir qui est produit. Et comme le soulignait le directeur général, nous avons eu jusqu'à maintenant une approche purement scientifique au sens des sciences fondamentales, des sciences qu'on appelle malheureusement les sciences pures. Ce qui manque, c'est d'y ajouter une dimension humaine, en y injectant une série de connaissances sur les sciences sociales humaines qui nous permettent d'avoir la possibilité de proposer des solutions qui ont une résonance avec notre environnement, une résonance non seulement avec les pouvoirs publics, mais une résonance avec la société. Nous voulons être une académie de proximité, pas une académie où on discute, on produit, on se parle entre nous. On va avoir une académie qui a un impact dans le quotidien. C'est là où le réseau fixe peut être un compagnon exceptionnel à penser autrement, à faire autrement et à partager autrement. L'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Le sujet qui nous réunit ce matin, c'est un sujet très important. Lorsque vous regardez ce qui se passe à travers le monde, l'Afrique ne fait pas exception à ça. Le monde fait de plus en plus face à des défis qui sont multiples, complexes et dynamiques. Il s'agit des questions de changement climatique, des questions de jeunesse sur ce continent, des questions d'éducation, des questions des pandémies comme la Covid-19 qui a sévi il y a encore quelques années et qui continue de manière un petit peu moins exagérée, mais qui est toujours là. La science offre une opportunité de comprendre ces problèmes-là, de pouvoir proposer des solutions. Toutefois, on voit qu'il y a un écart considérable entre le travail des scientifiques dans les centres de recherche, dans les universités, et les décideurs qui doivent transformer le fruit de cette recherche-là en application dans leur prise de décision. L'organisation que je représente, qui est l'UNESCO, travaille énormément sur les questions des sciences et à travers trois initiatives. La première, c'est un ensemble de programmes scientifiques. Il y a ce qu'on appelle le programme hydrologique international, qui s'occupe des questions de raréfaction des eaux, des questions de ressources en eau souterraines et de ressources en eau de surface. Nous avons un programme qu'on appelle l'homme et la biosphère, qui va dans le sens de faire en sorte que l'homme puisse vivre dans un environnement qu'il respecte et qu'il peut léguer pour le futur. Nous avons beaucoup d'autres programmes qui touchent aux questions de genre, aux questions économiques, qui font partie des programmes scientifiques qui aident les États membres à prendre des décisions éclairées. Nous produisons un ensemble de publications sous forme de rapports, le rapport mondial sur la science, le rapport mondial sur les ressources en eau, qui sont aussi des outils qui permettent non seulement aux scientifiques, mais aux décideurs de prendre des décisions dans le processus de développement.
Et finalement, nous avons un ensemble d'outils normatifs qui permettent d'encadrer la science. Parce que si la science peut nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, il n'en demeure pas moins qu'il y a de temps en temps aussi des effets pervers à cette utilisation de la science. C'est ainsi que nous avons, par exemple, travaillé avec les États membres pour avoir les recommandations sur l'éthique sur l'intelligence artificielle, qui nous permet de bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle dans les différents domaines, mais sans aussi nous permettre d'avoir les effets pervers de cette évolution-là. Nous avons des recommandations sur la science ouverte. La science coûte très cher. Faire de la recherche, prendre le produit de cette recherche et les applications pour pouvoir résoudre les problèmes, ça coûte très très cher. La plupart de nos pays, ici en Afrique, n'ont pas suffisamment investi dans la génération de la recherche et son utilisation. Et lorsque nous avons une possibilité d'avoir des échanges entre scientifiques de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, à travers la science ouverte, ça va nous permettre de minimiser le coût de cette production scientifique et de son utilisation. Et finalement, nous aidons les pays à mettre en place des programmes, des stratégies qui leur permettent d'utiliser la science au service du développement. Voilà un certain nombre de choses que nous faisons en appui au Conseil scientifique aux États membres. Lassina Zerbo, je suis l'ancien président du comité d'orientation des conseils scientifiques des gouvernements. Et tout d'abord, c'est remercier le REFIX et puis Code Africa et le gouvernement du Sénégal surtout d'abriter ce séminaire ou cet atelier-là pour voir comment les conseils scientifiques peuvent travailler de façon efficiente dans les politiques de décision des gouvernements. Et comment toutes les entités présentes peuvent apporter et avoir un grand impact sur ce qui est fait dans le conseil scientifique. Nous avons ici les académies des sciences francophones qui sont représentées. Nous avons les diplomates, nous avons les décideurs, le gouvernement du Sénégal qui est représenté, et certaines institutions dans le cadre de la francophonie scientifique qui sont là, notamment les ONG. Et les conseils scientifiques, c'est une question de coordination. Coordination, mais surtout partenariat. Les gouvernements ne doivent pas être là juste pour réguler, mais être en partenaire avec les scientifiques pour ces politiques de décision qui sont importantes pour tout ce que nous avons comme problèmes sociétaux. On a l'énergie, l'environnement, le changement climatique qui sont tous interconnectés aujourd'hui et avec une bonne dose de digital, l'intelligence artificielle qui est en train d'aller à la frontière de tout ce qui est éthique et qui nous pose problème. Et donc, en amenant une coordination avec toutes ces entités-là, on pourra faire en sorte que les gouvernements, en partenariat avec ces institutions scientifiques, prennent les bonnes décisions et dans l'intérêt et pour avoir un impact sérieux, pas seulement pour une minorité, mais pour une majorité. Et aussi, l'autre élément qui n'est pas à négliger, c'est le dividende démographique, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes dans la sous-région, 70 à 75% de jeunes, et aussi une bonne dose de femmes qui sont beaucoup plus en avant dans le domaine scientifique. Et il faut prendre ces franges de la population-là en compte dans les politiques de décision que nous avons à mener.